Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes 3 structures à co-organiser cet événement. Donc, comme je suis hyper poli, je vais commencer par celle que je représente, Permaculture 44. Donc, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Permaculture 44 ? Ouais, ok. Oui, bah oui. Permaculture 44, notre mission, c'est de faire réseau entre les acteurs de la permaculture en Loire-Atlantique et de diffuser, de promouvoir via des événements et autres newsletters ce qu'est la permaculture. Du coup, notre limite géographique, c'est le département. Donc pour ça, on organise des conférences, des soirées thématiques, des permapéros, et j'en passe, des visites de pépinières, des choses comme ça. Et donc, on est super heureux de vous proposer ce soir une conférence sur la thématique de l'entrepreneuriat qui est un peu atypique, puisque d'habitude, on se représente plutôt la permaculture comme quelque chose autour du végétal. Et donc, dans nos événements avec Permaculture 44, on essaie de diversifier un maximum. Il y a des choses autour de la construction, de la santé. Ce soir, plutôt l'entrepreneuriat. Voilà, je termine. Donc Émergence, déjà on est très content de co-organiser cet événement avec vous parce que c'est un sujet qui du coup touche particulièrement notre public. Donc on est une association étudiante donc de l'ICAM de Nantes là, qui vous accueille et on s'intéresse particulièrement à tous les enjeux sociaux et environnementaux. Donc on aide les étudiants à coordonner un petit peu et mettre un peu de lien entre toutes ces initiatives étudiantes qui peuvent être potager ou lutte contre le gaspillage alimentaire en allant récupérer des invendus ou tout autre projet. Et donc voilà, les former aussi et donner un peu matière à réflexion. Donc, l'entrepreneuriat peut tout à fait être aussi un métier à la sortie de l'ICAM. Donc c'est très intéressant. Merci. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir. Ouais. Moi, je représente Permaculture Design et Écopreneur, qui sont 2 projets autour de la permaculture. L'un est plutôt l'activité d'un bureau d'études et d'un centre de formation. L'autre est plutôt le projet d'accompagnement de futurs écopreneurs dans des thématiques qui sont de l'ordre de la réparation de la planète et des humains, d'une manière générale. Voilà, donc je vais humblement témoigner de mon expérience ce soir, qui est une expérience. Mais voilà, j'espère que ça lèvera des questions chez vous et que ça vous permettra peut-être de répondre à certaines de vos interrogations. Voilà. Vous l'avez compris, c'est un sens de faire ça à 3, de faire synergie, coopération avec l'ICAM, les étudiants ingénieurs demain, comment ils vont entreprendre une fois qu'ils seront sortis d'école. Donc on est heureux de faire ça ensemble. Non, après, j'empiète pas sur ton sujet. Alors, info pratique, avant de démarrer, les toilettes sont en face de la porte d'entrée. La conférence va durer 1 heure, à l'issue de laquelle il y aura des questions, un échange. Puis un apéro qui aura lieu en salle cafétéria de l'autre côté. On vous guidera. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas de son et d'images qui sont prises du public ? Pour l'instant, il n'y a pas d'image, mais ça va peut-être arriver dans la... Mais de prise d'image du public Non, pas par rapport au droit à l'image. Est-ce que quelqu'un n'a pas envie d'être sur d'être sur une photo ou quelque chose comme ça ? Une image. Est-ce que quelqu'un parmi ici n'a pas envie d'être sur une image ? Il est possible qu'on fasse une image de la conférence. Il y a quelqu'un ? C'est cool. Et donc, ça sera en 3 grandes parties, la conférence, l'échange et l'apéro. Est-ce que c'est clair ? Eh bien, pour lancer ça et laisser la parole à Benjamin, je propose un clap de lancement. Donc, on se frotte tous les mains, on réchauffe un peu l'atmosphère. Et puis, on peut dire par exemple écopreneur. Et sur le neur, on tape tous ensemble. Ok ? Il nous fait faire des trucs. Alors, 1, 2, 3, écopreneur. Et on est synchro, super. Bien, on parle de permaculture et d'entrepreneuriat ce soir. Donc, l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose de connu pour tout le monde. La permaculture, pas forcément. Qui d'entre vous ne connaît pas la permaculture, n'a jamais entendu parler de cette démarche ? Qui ne connaît pas ce que c'est ? Tout le monde connaît ce que c'est ? Ouais.
Il y a quelques personnes qui ne savent pas ce que c'est. Qui, dans la salle, sait ce que c'est. Donc, je vais vraiment... là, il y a beaucoup de gens qui sont concernés, mais qui est capable de le définir, de définir la permaculture en quelques phrases. Joris et JB. JB ou Joris, est-ce que vous voulez définir ce qu'est la permaculture à l'ensemble de la salle? J'ai pas envie de traduire. Alors moi, je vais donner une définition qui est celle que j'ai retenue dans le CCP, c'était pas la bonne. Pour moi, c'était une méthode à destination des entreprises humaines en général, qui, en s'inspirant de la nature, essaye de créer des systèmes autonomes et résilients, en respectant des principes et des éthiques. Donc, les principes sont trois grands principes. L'un, c'est l'humain, le respect de l'humain, de l'homme, etc. L'autre, c'est le respect de la nature. Et le troisième, c'est un principe, disons, qui se dit à la récolte, de récupérer quelque chose et de redistribuer. Et ensuite, il y a plein d'objectifs et puis des stratégies à mettre en place, pas forcément pour cultiver, mais... Est-ce que tu veux apporter un complément, Joris? Ma formulation, c'est l'art de créer des écosystèmes humains durables. L'art de créer des écosystèmes humains durables. En gros, notre but, c'est de changer le monde. Voilà. On a un petit challenge. On a un petit challenge. Et pour ça, on va essayer, étape par étape, déjà par sa propre responsabilité personnelle, par son propre petit chemin, d'avancer pas à pas. Peut-être par son jardin, peut-être par son habitat, peut-être par l'endroit où on travaille, d'agir pour amener plus de justice sociale, plus de justice environnementale, plus de partage équitable dans notre monde, tout simplement, quoi. Pour ça, la permaculture s'entend autour d'éthiques, de valeurs centrales, qui sont, vous les connaissez sûrement pour beaucoup, apparemment, être attentif à la planète, tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui ne respire pas sur cette planète, l'atmosphère, la roche, les rivières, les fleuves, etc. Et l'attention aux humains. L'attention aux humains, c'est comment ils se nourrissent, comment ils s'abritent, comment ils sociabilisent ensemble, etc. Oui. Je voulais juste savoir l'étymologie du mot permaculture. Ouais. Permaculture, c'est la contraction à la base d'agriculture permanente. D'accord. Pourquoi? Parce que la première considération dans cette démarche, ça a été d'amener de la sécurité alimentaire pour tous, parce que, si tu veux, on ne peut pas penser une société durable sans avoir le ventre plein. Donc la première de nos considérations, c'est de produire une nourriture saine, d'assurer la sécurité alimentaire de notre communauté, et ensuite de pouvoir basculer sur les autres préoccupations qu'on peut avoir pour créer cette société durable qu'on cherche, vers laquelle on essaye de tendre. Donc être attentif à l'humain, première éthique, être attentif à la planète, deuxième éthique, prendre soin, on voit ça aussi, et prendre son juste besoin, partager ses surplus, c'est souvent la troisième éthique qui tourne autour de cette valeur-là. Voilà, on est sur des éthiques, donc la démarche vraiment centrale, le cœur des valeurs de la permaculture. Autour de ce cœur de valeurs, on a des principes. Ces principes, ce sont des espèces de guides pour agir, des espèces de grandes lois, on va dire, inspirées du fonctionnement de la nature. Donc en gros, quand on a un sujet d'étude pour la permaculture, pour que ce soit un jardin, que ce soit un habitat ou quoi que ce soit, eh bien on le passe au filtre de ces différents principes et on essaye de les améliorer dans le sens donc de la durabilité. Et puis enfin, là on est dans une partie qui est complètement universelle. Les éthiques sont universelles, on peut les appliquer partout bien sûr, qu'on soit un Esquimau ou qu'on habite en Algérie ou je ne sais où, en Russie. Mais les principes c'est pareil, on peut les appliquer partout. Et puis la chose qui vient après, ce sont les stratégies, les techniques qui là diffèrent énormément. En effet, si j'habite au Canada, je ne vais pas utiliser les mêmes techniques pour aller vers une production alimentaire saine que si j'habite dans un milieu tropical. Par contre, les principes seront les mêmes et les éthiques centrales, la démarche centrale sera la même. Voilà, comment le contexte est très important dans ce qu'on fait. Yes, on a des images. Donc je vais pouvoir vous montrer la logique justement de ces éthiques et de cette organisation de la démarche de permaculture. Voilà, ça c'est une image qui symbolise un petit peu la permaculture, c'est cette espèce de jardin d'Éden qu'on essaye de recréer
à la surface de la planète. C'est un sacré objectif, mais bon, un sacré challenge. Et la fameuse définition, là on est sur les deux cofondateurs de cette démarche de permaculture, qui sont Bill Mollison et David Holmgren, qui dans les années 70 en Australie ont mis cette démarche en lumière. Bien sûr, ce ne sont pas des inventeurs, ils se sont inspirés comme on le fait tous les jours, on s'inspire les uns des autres, on partage énormément ensemble. Donc ils ont puisé dans de nombreuses sciences pour établir la permaculture, la démarche, dans des savoirs ancestraux, mais aussi dans des découvertes récentes. Et du coup, David Holmgren reste seul comme garant de la permaculture aujourd'hui sur la planète, parce que Bill Mollison vient de décéder il y a quelques années. Dans les années 70, à l'issue du premier choc pétrolier, on comprend qu'on a un problème. On est trop dépendant d'une énergie qui est le pétrole, et on a des sociétés qui ne sont pas résilientes, qui ne sont pas résistantes à des chocs, comme ces chocs pétroliers qu'on a eu dans les années 70. Et donc ces deux hommes ont réfléchi à une manière bien de pratiquer, de créer une société différente. C'est ce qui a donné naissance à la permaculture. Alors pourquoi j'ai essayé de vous demander une définition assez courte de la permaculture en 2 phrases? C'est tout simplement parce que pour se faire comprendre, il faut essayer d'être concis. Et là, je rapproche tout de suite ça avec l'entrepreneuriat. C'est un petit peu la même chose. On a un principe de permaculture, justement, on parlait de ces cadres pour agir, de ces grandes lois, de ces espèces de guides-là. Il y a un principe de permaculture qui dit de partir des structures d'ensemble pour arriver ensuite au détail. Les structures d'ensemble dans l'entrepreneuriat, ça va être pourquoi je fais quelque chose, pourquoi je lance une activité, pour qui je la lance, comment je vais la proposer à quelqu'un. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc moi, par exemple, si je pouvais résumer en 2 phrases ce que je faisais, c'est que j'aide les particuliers comme les professionnels à transformer leur lieu de toute taille. Donc, je suis assez spécifique là-dessus. En jardin d'Éden, oui, voilà, on va dire ça comme ça, qui sont esthétiques, qui leur apportent un maximum de bien-être, mais qui leur apportent aussi des fruits, des légumes pour se nourrir, des plantes médicinales, d'autres plantes utiles pour leurs besoins, tout en favorisant, régénérant si possible la nature. Voilà ce qu'on fait. On essaye de faire ça. Voilà la mission de mon entreprise aujourd'hui. Donc j'essaye de vous résumer en 2 phrases. En gros, je fais de la permaculture, mais je le fais dans cet angle-là. J'essaye aussi de faire en sorte que ces environnements qu'on crée pour nos clients, ils soient le moins énergivores possible en travail et en énergie fossile. Voilà ce qu'on fait. Donc ça, c'est partir des structures d'ensemble. C'est vrai qu'on oublie tout de suite, c'est qu'est-ce que je vais faire. Essayer de se dire, tiens, comment je peux résumer en 2 phrases mon activité. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, l'organisation de la démarche, on l'a ici, vous voyez un petit peu les éthiques centrales, les principes ici, les stratégies techniques et outils, et le contexte. Bien sûr, votre contexte est unique. Chacun ici a un contexte unique. Il y a des gens qui habitent par exemple sur des coteaux, il y a des gens qui habitent sur des plaines, etc. Vous allez utiliser des stratégies différentes pour produire votre nourriture. Et bien dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est pareil. On a tous des contextes très, très différents. Et ça va nous amener à des choses, à des vocations et des entreprises très différentes. On a parlé des 3 éthiques. Être attentif à la terre, être attentif aux humains, partager les surplus. J'aimerais savoir, là, tâter un peu la température dans cette salle, qui d'entre vous a une proximité immédiate, je ne dis pas que les 3 éthiques ne sont pas importantes, mais qui a une proximité immédiate sur plutôt l'attention à la planète? Est-ce que quelqu'un se sent aujourd'hui plus utile dans cette éthique-là? On a déjà pas mal de gens là-dedans. Est-ce que quelqu'un se sentirait plutôt plus proche de l'attention aux humains ici? Ok, d'accord. Et enfin, 3e éthique, le partage des surplus. Est-ce que quelqu'un ici a plutôt cette sensibilité-là? On a aussi des gens dans cette sensibilité. Vous voyez qu'on a, voilà, il y a quelques personnes qui sont dans cette sensibilité-là. On voit qu'ici, on a quelque chose d'assez diversifié. Et en fait, c'est ce qui commence à donner naissance à l'idée de notre future entreprise. On a des sensibilités différentes.
on se sent acteur peut-être dans certains domaines, et du coup, c'est ce qui va peut-être produire votre future niche écologique, l'endroit dans lequel vous allez travailler, dans lequel vous allez pouvoir apporter de la valeur dans la réparation de cette planète, de ces humains, et de ce modèle en place. On commence par là déjà. Quelles sont nos propres affinités, nos propres sensibilités? Et du coup, pour définir cette niche écologique, c'est une chose, on en parlera un petit peu plus tard. Au lieu de penser à un travail qu'on va faire pour gagner sa vie, avec une logique, par exemple, pour se rattraper un peu et donner bonne conscience d'aller chercher peut-être une activité de don à côté ou de bénévolat, et puis d'aller dans le loisir derrière, l'idée qu'il y a derrière Écopreneur, c'est-à-dire cette idée d'entreprendre avec la permaculture, c'est de faire tout à la fois. Ce qui rejoint aussi un principe de permaculture qui s'appelle intégrer plutôt que séparer. Et donc on va essayer d'avoir une activité professionnelle qui va non seulement aider la planète et les humains, dans lequel on va s'éclater, parce qu'on rejoint vraiment notre propre sensibilité, là on veut vraiment agir, dans lequel on va mettre en valeur nos talents naturels, parce que oui, tout le monde ici a des talents naturels, dans des domaines que vous connaissez peut-être, ou que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais que vous pourriez découvrir. Et puis tout en préservant quand même votre temps libre, votre vie personnelle. C'est ça l'idée qu'il y a derrière Écopreneur ou entreprendre avec la permaculture. C'est ça. Et du coup, il y a plusieurs leviers pour faire ça. D'accord ? C'est ce que nous, on arrive à faire, on tend vers ça en tout cas, et c'est ce que je vais essayer de vous témoigner ce soir. Voilà, donc finalement, on peut être écopreneur, comme vous le voyez à l'écran, c'est pas très net, mais on peut être écopreneur, on peut entreprendre avec la permaculture dans de multiples domaines. On peut travailler dans la prestation de services, dans la vente de produits écologiques, éthiques, sains. On peut travailler dans l'éco-construction. On peut travailler dans les médias. Nous avons besoin d'écopreneurs, d'entrepreneurs permacoles, entre parenthèses, dans tout ce qui fait société. On parlait ce midi, on a mangé avec Isabelle, je ne sais plus où elle est là-bas, de comptables. Nous, on cherche des comptables qui sauraient comprendre ce que l'on fait, qui ont une sensibilité écologique, qui ont une sensibilité de conseil, par exemple. Voilà, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui dans la société, on peut amener de l'éthique, on peut amener de la durabilité. Et voilà, je vous ai même mis une petite, exprès pour vous titiller un peu le cerveau, je vous ai même mis l'Institut des finances en permaculture, parce que ça existe. Hein, on peut penser les finances différemment, et on a besoin d'acteurs dans ce domaine-là qui peuvent être aussi des entrepreneurs. Voilà. Donc, on peut agir selon sa sensibilité, comme on l'a vu là, dans de multiples points. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un alignement des planètes qui est assez intéressant. On a une demande très très forte pour des produits, services éthiques et sains. Vous en faites tous partie. J'en fais partie. Je ne trouve pas suffisamment de produits, de services qui correspondent à ce que je pense. Okay, je trouve difficilement des artisans de l'éco-construction. Je trouve difficilement on en trouve plus en plus, mais des produits et des services vraiment éthiques et sains. Et donc, on a vraiment aujourd'hui une demande qui est très forte, et en face, pas grand-chose. Si ce n'est quelques entreprises qui font du greenwashing, etc. Et bien sûr, quelques aussi entrepreneurs qui commencent à se mettre dans le train, si je puis dire. Mais ça reste très, très, très limité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment un potentiel d'opportunité qui est très important. Voilà, pour lancer des activités qui sont régénératrices de la planète et des humains, et qui sont aussi rentables. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, pour qu'une activité soit durable, eh bien, il va falloir qu'elle soit rémunératrice et qu'elle puisse faire vivre son créateur et sa famille par incidence. Aujourd'hui, on a aussi un alignement des planètes dans le fait que on a des outils qui sont très intéressants. On a des outils pour rejoindre, je vais vous parler avec des gros mots peut-être ce soir, c'est possible. On a des outils qui sont là pour rejoindre des marchés de niche qu'on ne pouvait pas aller voir avant. C'est-à-dire des petites niches, des niches d'activité, des petits segments d'activité qu'on ne pouvait pas atteindre auparavant parce qu'on n'avait pas spécialement le moyen de rejoindre les gens. Aujourd'hui, avec le monde du digital, on a la possibilité d'aller rejoindre ces gens-là. On a la possibilité donc de faire vivre une activité sur ces niches. D'accord ? Et avec ces outils numériques-là aussi, on a une nouvelle opportunité. On a de grosses
faciliter pour tout ce qui est administratif, pour tout ce qui est paperasse, pour tout ce qui est gestion du temps, pour tout ce qui est organisation du travail, des choses qu'on n'avait pas du tout il y a 20 ans. Alors ça peut peut-être vous faire réfléchir, vous interloquer, ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais même pas si ce mot existe, c'est pas grave. Ça peut peut-être vous choquer, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que moi pendant un temps, je n'étais pas prêt à embrasser ce changement. Vous allez le voir dans mon parcours rapidement. Et le jour où je me suis vraiment dit, écoute, si tu veux vraiment travailler dans ce domaine et faire quelque chose, embrasse ce changement, essaye de transformer peut-être les choses qui sont négatives. On le sait, dans Facebook, dans machin, dans l'Internet, il y a plein de trucs merdiques. Sers-toi de ce qui fonctionne pour diffuser ton message, pour essayer d'aller attraper les gens qui s'intéressent à ce que tu fais, et puis diffuser ton activité. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui m'a permis aussi de fonctionner, de faire ce qui me passionne vraiment. Ça s'est passé comment justement pour moi ? Tout simplement, je suis né dans un village d'une centaine d'habitants, dans une entreprise agricole. Mon père, mon grand-père sont agriculteurs, distillateurs, etc. Et moi, j'ai passé ma vie dans la nature. J'ai fait des cabanes très tôt. J'avais pas de copain, fils unique. Le seul copain que j'avais dans mon autre village, c'était un passionné de camions. Et moi, les camions, c'était pas trop mon truc, quoi. Donc voilà, je pêchais, j'étais scout pendant des années, etc. Ce qui me fait vibrer, c'est la nature, c'est d'être au contact de la nature, c'est ça que j'aime vraiment. Donc du coup, je suis né dans cet environnement-là, et j'ai voulu conserver cette espèce de petit jardin d'Éden que j'avais quand j'étais petit. J'ai évolué, j'ai fait beaucoup de travaux, alimentaires, comme peut-être beaucoup d'entre nous, des choses qui m'ont assez vite écœuré. Et fin des années 90, j'ai réussi enfin à décrocher un poste d'animateur nature en Camargue, et j'ai pu passer un BTS gestion et protection de la nature. Je le disais tout à l'heure, je ne l'ai pas amené jusqu'au bout. Je ne suis pas trop étude, je suis assez autodidacte, et donc du coup je me suis vite arrêté. Néanmoins, ça m'a appris beaucoup de choses, cette expérience. J'ai vécu au milieu des gardiens, j'ai appris l'ornithologie, j'ai appris la construction traditionnelle écologique locale, etc. etc. Et c'était vraiment très intéressant pour moi. Seulement, il y avait quelque chose qui me manquait. J'étais encore dépendant de quelqu'un, je n'étais pas vraiment libre dans mon activité. Et ça me gênait un petit peu. J'ai fait un petit tour dans la Plaisance, qui est un autre espace de liberté. Et puis finalement, n'ayant pas trouvé vraiment ce que je voulais, j'ai tout plaqué. Dans le début des années 2000, j'ai commencé à m'installer dans un endroit où le crédit n'était pas cher. J'ai voulu vraiment réaliser mon rêve d'une vie qui correspondait à ma passion, quoi. J'ai quitté le crédit immobilier parce que c'est quelque chose qui nous kidnappe, vous le savez tous. Et j'ai construit ma propre habitation, du coup, en version éco-construction, en version durable. Maison paille, enduit en terre argileuse, matériaux que je vais chercher dans un périmètre le plus proche possible. Il y a eu des compromis, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que j'ai fait le truc nickel parfait, mais je m'y suis quand même bien penché. Et puis, je souhaitais produire ma propre alimentation. L'idée de la permaculture, quelque part aussi, d'autonomie, tendre vers une certaine autonomie, etc. Seulement, au bout de quelques années, vivre de permaculture et d'eau fraîche, il manque quelque chose. Vous avez quand même la petite taxe qui vient vous chercher par le côté, vous avez quand même, vous apercevez très vite que produire tout vous-même, c'est compliqué, c'est éreintant, et vous ne pouvez pas le faire. Vous avez besoin d'être dans une communauté, du coup d'avoir des échanges avec cette communauté. Le troc, c'est très bien, ça fonctionne. D'autres types d'échanges peuvent fonctionner aussi, mais à un moment donné, vous avez besoin d'un revenu. C'est tout, quoi. C'est ça. Et je me suis aperçu de cela. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce parcours ? Le revenu que je pouvais me créer là-bas, puisque j'étais isolé, c'était quoi ? L'usine de vidage de canards juste à côté, ou le ponçage de plancher avec des produits bien chimiques, bien dégueux. Donc là, il va falloir penser à autre chose. Je n'avais pas du tout envie de revenir dans les travers de ce que j'avais quitté, vous le comprenez bien. L'idée là-dessus, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez moi tout de suite maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire ? J'avais été un petit peu dans l'éco-construction, j'avais construit cette habitation,
J'avais utilisé pas mal de techniques pionnières qui n'étaient pas trop utilisées sur le moment. Et puis j'avais pas mal de gens qui me posaient la question, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, qui venaient visiter ma maison, etc. J'ai créé un petit réseau aussi d'alternatifs, comme on le fait ici ce soir. Eh bien, j'ai communiqué avec des gens, etc. Et j'ai participé. Et petit à petit, j'ai pu faire quelques chantiers d'éco-construction. J'ai pu faire quelques formations. Et j'ai commencé à me dire, mais tiens, mais bing, c'est ça. Il faut que je fasse ça, quoi. C'est ça qui me plaît. Néanmoins, c'était encore insuffisant. J'avais pas suffisamment de quoi vivre avec cette activité-là. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des stages sur le Rocket Stove, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un poêle économique, écologique, fait à base de matériaux de récupération et naturels. Et puis j'ai travaillé aussi beaucoup le sol en terre, les enduits en terre, les choses comme ça. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de gens qui travaillent ça, et quel dommage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail dans cette activité-là. Et puis intervient dans mon parcours l'idée de faire une phytoépuration chez moi, parce que gérer les eaux dans la logique dans laquelle j'étais entré, je n'allais pas mettre une fosse classique, etc. Je voulais trouver un système qui soit vraiment respectueux de la planète. Et du coup, je m'intéresse à la phytoépuration, je m'intéresse à la gestion de l'eau. Et là, je dis, tiens, pourquoi je pourrais pas faire rentrer cette activité-là dans mon activité déjà professionnelle. Ça amène un deuxième principe de permaculture qui est intéressant, qui s'appelle favoriser la diversité. Dans tout ce qu'on fait, notre outil principal et notre but, c'est la diversité. D'accord ? Et avoir une diversité d'activités et de revenus, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est résilient. Si une activité fonctionne moins bien, l'autre peut prendre le relais. Et du coup, sans aller dans l'excès, hein, évidemment, à un moment donné, il faut pouvoir aussi concentrer l'énergie sur quelques activités et ne pas s'éparpiller. Ça va avec. Hein. Donc il faut faire un petit peu attention. Du coup, je me suis dit, allez, je contacte des gens qui faisaient de la phytoépuration, qui étaient assez pionniers à l'époque, et j'amène cette activité dans ma profession. Et j'ai créé un bureau d'études de gestion écologique de l'eau. J'ai fait une centaine d'études de phytoépuration pendant quelques années. Et je commençais à vivre un peu mon rêve, celui de mettre mon activité professionnelle en cohérence avec ma vie perso. Seulement, je galérais financièrement encore. Et là encore, j'ai peut-être choqué certains, j'en sais rien, peu importe. Moi, la sobriété heureuse, c'est un concept que j'apprécie et sur lequel j'adhère, mais j'ai pas envie de galérer pour m'acheter mon arbre fruitier, j'ai pas envie de galérer pour m'acheter mes panneaux solaires, j'ai pas envie de galérer pour ma retraite, etc., etc. Si j'ai des enfants, je veux leur payer des études. Bref, j'ai besoin d'un revenu décent et confortable pour assurer ma sécurité. Et donc, c'était pas suffisant encore à ce moment-là. Voilà. Donc, il a fallu, malgré le fait que j'avais un style de vie assez sobre, donc il a fallu continuer à bosser, et je me sentais quand même encore assez esclave finalement de mon activité professionnelle. Et ça, c'était pas top. J'espère, je vous raconte ma vie. Je pense qu'il y a des choses assez intéressantes là-dedans. Je ne sais pas si c'est le cas, vous me le direz après. Et dans ces cas-là, je modifierai la conférence. Ok. Ensuite, ça a été la rencontre avec la permaculture. Donc là, on est en 2011-2012. Juillet 2011, j'ai fait cette fameuse formation de 13 jours codifiée par le CCP. C'est un truc vachement... Non, c'est pas du tout. C'est 13 jours d'immersion où on comprend ce que c'est que le sol, l'eau, vivre ensemble, etc. et fonctionner un petit peu différemment que ce qu'on présente dans notre monde. Et là, ça a été, vous savez, le truc comme dans les dessins animés. Là. Ça a été grosse claque. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a permis de mettre énormément, de fédérer en fait tout ce que je faisais jusqu'à présent en un cadre de pensée qui était idéal, quoi, qui était vraiment top. Et ça m'amenait des perspectives sur beaucoup d'autres choses. Un truc à fouiller pendant des années. Là. Vous savez, le truc où on se dit « Ah, ça s'arrête jamais, il y a encore un truc là, etc. » C'est juste génial. Nouveau regard sur le paysage, sur le jardin, philosophie de vie, puisque c'est un peu ça aussi. Et puis, ce qui est très intéressant, projet de société. Il y a un vrai projet politique derrière la permaculture. Politique au sens noble du terme. Et puis, quelque chose qui est de l'ordre de l'aménagement du paysage, de l'aménagement de l'habitat, de la conception, et une petite part technique aussi. Donc si vous voulez, ça résume pas mal de... Ça stimule énormément cette démarche, quoi. Et moi, la partie conception m'a beaucoup intéressé.
cette partie-là d'aménagement de l'espace pour que les éléments fonctionnent ensemble, pour qu'on travaille moins sur son espace, pour qu'on obtienne plus avec moins, ça m'intéressait beaucoup, beaucoup. J'ai tenté de me professionnaliser dans ce domaine parce que je me suis dit, ça, c'est vraiment ce que je veux faire. Et je n'ai pas trouvé en France. J'ai pas trouvé en France, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti au berceau de la démarche. Je suis parti en Australie, j'ai emprunté des sous à mes parents, j'ai cassé ma tirelire, et puis je suis allé faire une formation professionnelle en Australie, à l'Institut de recherche en permaculture, chez les successeurs des fondateurs. Voilà. Et là, je me suis dit, je vais voir des gens qui réalisent ce que moi je veux réaliser, qui font ce que je veux faire. 10 000 balles le voyage, je ne vous dis pas à l'époque, hein, ça m'a un petit peu fait avaler ma salive. Hein. C'était des risques. C'était des risques, mais je sais aujourd'hui que je ne regrette pas du tout le moindre centime que je dépensais en formation, parce que ça m'a permis d'atteindre de gravir des marches et d'atteindre des résultats que je ne percevais même pas à ce moment-là, quoi. Formation professionnelle, donc auprès d'enseignants très, très connus, donc en Australie, etc. J'ai vraiment découvert un monde que j'essaye de transmettre aujourd'hui et qui va dans tout ce qui fait société, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une fois de retour chez moi, je mets en place mon site, c'est quand même important, hein. Toujours la vie personnelle d'abord, la vie professionnelle qui suit, et donc du coup je mets en place mon site. Je rencontre Aurélie à ce moment-là, on est sur un site là où on va petit à petit travailler énormément, on a mis énormément d'énergie dans ce site-là. Et puis en ayant compris finalement que cette permaculture n'était pas qu'une technique de jardinage, je me dis tiens, allez, je vais à mon activité de bureau d'études ajouter celle de la permaculture. Seulement à ce moment-là, on est en 2013, on ne parle pas beaucoup de cette démarche. Et donc je suis dans le flou total. Personne ne me voit, personne ne m'entend. Je suis tout seul. Mes copains, ils sont aussi dans la démarche de permaculture et c'est pas à eux, je vais leur dire tiens, je te fais un design pour m'amuser, mais moi je voulais me professionnaliser dans le domaine. Donc là, il a fallu que je sorte complètement de ma zone de confort à l'époque et de mes croyances de l'époque et que je me dise il faut que tu te formes à l'entrepreneuriat, il faut que tu te formes à la visibilité, à apprendre ce que c'est que de communiquer, à apprendre ce que c'est que gérer ton travail, etc. Et donc là, je me suis formé à toutes ces thématiques-là. J'ai su ce que c'était que créer une entreprise, j'ai su ce que c'était que organiser son travail dans le quotidien, les outils que je peux obtenir grâce à ça. Et puis voilà, je me suis énormément formé. Alors là, encore une fois, c'est pareil, j'ai fait beaucoup de dépenses, mais c'est quelque chose qui m'a permis de grandir aussi énormément et du coup d'acquérir cette visibilité, de me permettre de m'organiser aussi, de travailler mieux. Alors là, vous imaginez que vous êtes au milieu d'une communauté d'alternatifs très réactifs sur l'argent, sur le monde de l'entreprise, etc. Donc les bouquins, là, ils sont planqués derrière mon étagère. Sinon, je me fais damner pour cette génération, si quelqu'un voit ça dans ma bibliothèque, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis à un moment donné le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que je suis fan d'écologie, mais je m'aperçois que l'entrepreneuriat est aussi quelque chose de très intéressant. Mais les écolos ne peuvent pas piffrer les entrepreneurs parce que c'est des gens qui pensent qu'au profit. Et les entrepreneurs ne peuvent pas piffrer les écolos parce qu'ils les empêchent que de tourner en rond. En gros, c'est ça. Et moi, je me dis, mais il n'y a pas un truc au milieu, s'il vous plaît, quoi. Et du coup, j'essaye de me lancer là-dedans pour me dire, essaye de créer ton chemin, quoi. Voilà. Et puis j'ai continué en parallèle à me développer là-dessus. Les résultats aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que j'ai rencontré Christophe Curcy, qui est un architecte de talent, je peux le dire, même s'il n'est pas là, tant pis, qui est passionné aussi de vivre ensemble, de projets et de concepts et de design en permaculture. Et on a été rejoint petit à petit, notre bureau d'études a pris son envol, et on a été rejoint par toute une équipe. Avec cette visibilité, on a aujourd'hui une communauté qui est de l'ordre de 150 000 personnes à peu près. Sur Facebook, on a 60 000 personnes qui nous suivent. Sur YouTube, 30 000. On a appris à diffuser sur ces médias-là pour faire quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs oublient, qui est la première loi, finalement, à laquelle on devrait penser. Je crois que
C'est un barbu, c'est les disciples d'un barbu qu'on dit ça il y a 2000 ans. C'est donner pour recevoir. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a donné énormément de contenu. Et on le fait toujours, tous les jeudis. On aide les gens à faire leur transformation, à appliquer la permaculture chez eux. Et on n'a jamais été chercher le moindre client. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'en donnant comme ça, vous réunissez une communauté. Et dans cette communauté, vous aidez beaucoup de monde. Et il y a 2-3% de ces gens-là qui vont venir vous voir pour vous dire moi, je veux aller plus loin. Et donc, à ce moment-là, on peut présenter notre travail éventuellement. Mais aujourd'hui, on bosse encore toujours pour les 98% à côté, parce que c'est aussi notre façon de travailler, et notre façon et notre éthique aussi, nos valeurs profondes. Aider les gens. Du coup, voilà, le bureau d'études se développe. Aujourd'hui, on a des clients qu'on n'imaginait même pas à l'époque. On travaille sur des projets qui sont des projets très très intéressants. On a formé 4000 personnes, je crois, en ligne maintenant. Et puis, sur une autre structure qu'on a développée avec Aurélie, qui est ici, on a ouvert un centre de formation présentiel sur cette idée de transition. Et on forme là où j'ai besoin de voir les gens, moi. Et donc, j'aime les gens, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Si j'avais levé la main, moi, ça aurait été dans l'attention aux humains. C'est ça que j'aime. Et du coup, on forme en présentiel. On a formé 500-600 personnes aujourd'hui, dont des gens qui sont dans cette salle à la permaculture. Et c'est très, très gratifiant, quoi. Donc, c'est très chouette d'obtenir ces résultats-là. On n'est pas tout seul à obtenir ces résultats-là, et c'est aujourd'hui partout autour de nous. Là, je vous présente des entreprises de l'Ouest, parce que c'est proche de chez nous, de chez vous. Et donc, c'est super. Constance Canivet, qui est une ancienne stagiaire, a créé est une paysagiste en permaculture, elle cartonne. Solutions ERA, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des gens qui travaillent dans la construction écologique. Qui dit cadeau, c'est une personne qui fait des fringues qui permettent de s'agrandir pendant que l'enfant grandit. C'est quand même pas mal, ça, comme principe. Et c'est fait avec des cotons bio, etc. Bon, c'est quand même un petit plus. Edith Fruchard, qui est une connaissance, fait des maisons en paille, cartonne aussi. Ce parcours-là, je vous le présente pour vous dire, c'est possible. En fait, je ne sais pas qui vous êtes, ce que vous voulez faire demain, mais c'est possible, en utilisant les bons outils, les bonnes méthodes aussi, les bons principes, et en se centrant sur ce que vous souhaitez vraiment, de faire ce type de parcours si vous le voulez. De notre côté, en tout cas, ça continue parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je me suis guéri dans cette idée d'écologie, d'entrepreneuriat. Maintenant, je m'en fous. Je sais que je suis équilibré là-dedans, je suis droit dans mes bottes par rapport à ça, et je veux aider les gens aujourd'hui. C'est la continuité de mon parcours à créer leurs propres activités régénératrices de la planète des habitants. C'est pour ça que je crée le projet Ecopreneur. Et puis, je m'intéresse aussi à d'autres thématiques. L'investissement régénératif. On a pillé tous les capitaux de notre planète pour enrichir un seul capital, c'est le capital financier. On a pillé le capital social, naturel, patrimonial ou autre, ou je ne sais quoi. Le capital financier a la responsabilité aujourd'hui de reconstruire les autres capitaux. Donc l'investissement régénératif, c'est ça. Ça m'intéresse. Et puis bien sûr l'immobilier aussi, régénératif, à vertu sociale et à vertu environnementale. On peut faire des superbes designs de permaculture autour de projets immobiliers. J'étais hier soir avec Aurélie en train de rencontrer des promoteurs immobiliers nantais pour leur parler de ça. Et c'est, je l'espère, quelque chose qui va aboutir. Qu'est-ce que c'est ? T'as eu plein d'images en fait. Ah, vous avez vu toutes les images, donc vous étiez plus en train de m'écouter. Si, elles sont passées très vite. D'accord, ça va. Ça arrive. Mon effet de surprise est complètement gâché. Mince. Donc voilà, j'ai plus rien préparé dans cette conférence. C'est terminé. En tout cas, pour moi, les apports que je vais vous faire sont pseudo-terminés. Bing. Je suis un paresseux, un feignant, je suis un permaculteur. La permaculture n'est pas une démarche de feignant et de paresseux, même si je plaisante avec ça. Mais on essaye de faire coller les choses à notre contexte. D'accord ? On produit un design, on produit un paysage pour nous qui correspond au contexte de la personne qu'on va aller voir. Donc là, ce soir, la continuité de la conférence, on va la faire ensemble. C'est-à-dire qu'on va
Je vais essayer de voir quelles sont vos problématiques, quelles sont les questions que vous vous posez, et je vais y répondre. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais aussi transmettre aux entrepreneurs d'aujourd'hui, et aux écopreneurs plus particulièrement, c'est qu'on ne construit pas un produit, on l'offre aux gens. On ne construit pas un service, on le présente aux gens. Non, on construit une communauté, on demande à cette communauté, ou on aide une communauté en tout cas, on demande à cette communauté quel est le besoin qu'ils ont, et on construit, on répond à ce besoin autant que possible. C'est comme ça qu'on lance une activité professionnelle. C'est pas dans l'autre sens que ça se produit. Ok ? Voilà, donc on va construire cette conférence ensemble. C'est bon, c'est la bonne diapo. Il y a un autre principe de permaculture qui s'appelle accepter les feedbacks et y réagir de manière créative. Et puis, la permaculture est basée sur l'observation. Moi, je ne peux pas savoir comment vous satisfaire si je ne sais pas qui vous êtes. Et si je n'observe pas le contexte, le terrain là, le terrain d'ici. Et puis, il y a un autre principe de permaculture qui fait que on dit qu'on est dans une démarche de feignance, c'est qu'on va faire des tout petits changements pour de grandes actions. J'aurais pu préparer des tonnes de trucs. Je me serais cassé le derrière à faire un truc super, à mettre plein d'énergie, etc. Et je ne sais même pas si ça aurait été efficace. Là, vous allez me dire ce dont vous avez besoin. Ok ? Alors, combien il y a d'entrepreneurs parmi nous ? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs parmi nous ? 1, 2, 3. Joris est dans la permaculture. Il est déjà consultant formateur. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Performance industrielle et je me sens en coaching. Consultant performance industrielle. Ok. JB ? Je fais des éditions de société. Voilà, j'ai créé la boîte, pas tout seul d'ailleurs, mais aussi. D'accord. Et pour l'instant, elle n'est pas reliée à la permaculture. Ne serait-ce parce que je suis pas tout seul et parce qu'il y a des enjeux qui seraient très compliqués à faire. Ok. Ensuite, je vais vous poser une autre question. Ah pardon, j'ai oublié quelqu'un. Dépannage de machine. Dépannage de machine. Quel type de machine ? BTP. BTP. Ok, ça marche. Et monsieur ? Je suis paysan crépier. Paysan crépier. Nickel. On a quelques entrepreneurs. Combien de gens parmi nous veulent peut-être ou envisagent peut-être de créer leurs propres activités un jour ? Voilà, là il y a du monde. Ok, donc il y a beaucoup de gens ici qui envisagent de créer leurs propres activités. Quel est votre principal problème ? Pourquoi vous ne pouvez pas lancer votre activité, madame ? Parce qu'il faut que je définisse exactement quelle activité je veux faire parmi toutes les idées que j'ai. Il faut que vous trouviez votre niche. Votre niche écologique. Moi je l'appelle comme ça. Vous l'appelez comme vous voulez. Il faut que vous trouviez votre niche écologique. Il y a des gens derrière qui ont levé la main. Et vous avez levé la main ? Ouais. Oui, tout à fait. Quel est votre besoin, votre problème pour ne pas vous lancer ? L'assurance de revenus, l'assurance financière dans un premier temps. Gagner de l'argent. Manger. Manger. Ok ? Vous avez levé la main ? Voilà, trouver une activité où je peux garder conserver le rapport un peu au temps et le fun que j'ai aujourd'hui à vivre. Ok. Pouvoir transmettre ça dans une activité à me garder. Donc là, on est dans trouver la niche aussi. Trouver la niche d'activité qui va te permettre de vivre tel que tu l'entends. Tous les autres, n'hésitez pas, dites-moi, quel est votre problème ? Quel est le fait, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer aujourd'hui ? Un manque de connaissances Manque de connaissances sur quoi ? sur des sujets qui m'intéressent. Donc c'est-à-dire que j'ai besoin d'étudier, de lire, de regarder des vidéos, de machin, pour pouvoir m'épanouir dans ce que j'aime. Mais pour cela, j'ai besoin. C'est quoi que tu aimes ? J'aime beaucoup l'idée de la permaculture, j'aime bien l'entrepreneuriat, mais à côté j'aime beaucoup aussi tout ce qui est par exemple les voitures, j'aime beaucoup plein de sujets. Et il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, mais j'ai besoin de connaissances de tout cela pour pouvoir. Donc tu as besoin de trouver ta niche aussi. Tu as besoin de définir ce que tu veux faire. C'est ça. Hein ? Autre, allez-y messieurs, dames, on est en famille là, hein. On est en famille. Ouais. J'ai besoin d'expérience. D'expérience. Dans le domaine du coup. Tu es paysagiste. Ouais. J'ai pas trop d'expérience et puis on me donne pas l'occasion non plus de rentrer dans ce système. Donc... Ok.
Je comprends pas. On te donne pas l'occasion de rentrer dans... Comment dire, de me former auprès des professionnels. C'est difficile en fait, surtout vu mon parcours, parce que je suis pas du paysage à la base. Donc souvent, voilà, on dit que je suis légitime, on va dire. Donc tu souffres, non tu souffres pas là, mais tu... Ah, si, quand même. Non mais si, parce qu'on parle souvent du syndrome de l'imposteur, on en reparlera peut-être. Tu sais, on se dit, ah j'ai besoin de plus d'expérience pour me lancer. Ouais, mais Et encore un peu On plus. dit toujours ça à chaque fois que je viens voir pour avoir un boulot, on me dit toujours tu manques d'expérience, mais si on m'en donne pas, je peux pas en avoir. Enfin, on se mord la gueule, quoi, c'est pas possible. Ok. Mais il faut essayer de Ah bah, voir j'essaye. avec tes interlocuteurs, Ouais. comment dire, d'essayer de travailler peut-être un peu la confiance en soi pour leur donner l'envie qu'ils te fassent confiance pour que tu essayes les choses justement. Ouais, mais souvent ils veulent pas investir dans quelqu'un qui manque d'expérience. Il y a ça aussi. Bah, tu vois, pour être, Alors, on va pas forcément entrer dans le débat tout de suite. Je voudrais continuer sur les questions. Voilà, on en reparlera, on aura du temps pour ça après. D'autres questions? Il y avait plein de gens qui ont levé la main là. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer aujourd'hui? Allez-y. Moi, il faut que j'organise un peu ma vie pour... parce que j'ai beaucoup d'emprunts en fait. Et donc, du coup, j'ai besoin de revenus, etc. Je pense qu'il faut que je change un peu de vie. D'accord. Tu as une transition à faire, et ça c'est peut-être le cas d'autres personnes entre vous, entre ton ancienne vie et ta nouvelle. Comment tu peux peut-être tester quelque chose tout en conservant peut-être un pied dans ton ancien taf? Ça concerne peut-être d'autres personnes ici. Ouais. Ça, c'est arriver à lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Ouais. Alors Ok. c'est la transition. D'accord. Toutes ces questions. Alors, regardez. Comment financer son entreprise? Comment assurer sa transition écologique entre son métier et son futur? Comment appliquer les principes de la permaculture dans une entreprise existante? Je ne vous ai pas mis les titres, mais je vous l'ai dit. Comment avoir plus de visibilité? Ça, la question n'est pas venue ce soir. Comment gagner des sous? Comment ne plus avoir peur de se lancer? Comment trouver l'idée, la niche écologique? Et par quoi commencer? Toutes ces questions, je reviens à l'autre illustration de début. Toutes ces questions, je savais déjà qu'elles allaient sortir ce soir. Je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un voyant. Pourquoi je savais les questions qui allaient sortir ce soir? Ça c'est une chose, mais un autre point qui est important, vraiment important pour un entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu l'as vécu? Oui. Est-ce que tu as été confronté à deux personnes qui avaient ces problèmes? Parce que avant de lancer mon activité, je me pose toujours la question de quel est le besoin des gens qui sont en face de moi. Je questionne les gens avant de lancer mon activité. Je vous en parlais juste avant. Il est ultra important qu'avant de lancer votre activité, vous vous dites, j'ai une audience, ça va être à qui je veux m'adresser et quels sont les problèmes de ces gens. Quels sont les problèmes de ces gens pour pouvoir les solutionner, tout simplement. Je ne sais pas si je vous parle chinois ou quoi, j'en sais rien. Hein. Mais vraiment, vous devez, si vous avez un projet entrepreneurial, savoir quels sont les problèmes des gens qui sont en face de vous. D'accord? Vous devez connaître ces gens. Alors moi, oui. Je t'entends bien, c'est pas trouver une idée, c'est satisfaire l'idée des autres. Alors, besoin si tu veux, c'est mettre en relation ce que tu souhaites faire avec le besoin des gens. Voilà. C'est ça. Parce que sinon, ton activité, tu pourras la proposer, la crier haut et fort, personne n'en voudra. Comment financer son activité? Ça a été ça n'a peut-être pas été une des questions, mais c'est quelque chose qui revient. Il y a un principe de permaculture qui peut nous aider, encore une fois, dans cette logique-là. Commencer petit. Commencer petit. D'ailleurs, quand on a un boulot, c'est très bien aussi. Quand on commence petit, on n'a pas besoin de beaucoup de matos. On n'a pas besoin on n'a pas beaucoup de charges. Et du coup, on n'a pas besoin forcément de crédit, d'emprunt, de choses comme ça. Et donc, ça peut être intéressant.
Ça ne veut pas dire que si vous avez une opportunité de commencer grand parce que vous avez trouvé une méga innovation et des investisseurs et que tout va bien, vous devez vous en empêcher. Mais ça peut être intéressant de commencer petit. Éventuellement, vous pouvez déjà penser à un plan de diversification des activités pour construire les bases de rentabilité de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que nous, sur notre ferme expérimentale de la Goursaline, on n'a pas le croissant vente de légumes, de fruits, de choses comme ça, en activité commerciale, il n'est pas du tout développé. On n'a pas vendu de légumes, de choses comme ça. On pratique la permaculture. On a été dans quoi? On a été dans les activités qui étaient rémunératrices de suite et qui nous permettaient d'asseoir les fondations économiques de notre entreprise pour pouvoir à un moment donné déclencher des activités comme celle-ci dans le temps. On a été tout de suite sur les demandes les plus probantes qu'on a dans notre environnement. Ok? Ça, c'est valable pour n'importe quelle activité. Un paysan crêpier peut faire de la formation, par exemple. Pardon, un paysan de... Ah, ça te concerne. Bon, on en parlera après, si tu veux, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, on peut faire appel à la communauté, éventuellement, quand on prépare son projet. Bien, ça peut être de la souscription participative, ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc faire appel à la communauté pour ça. Ça peut être faire appel à des investisseurs. Moi, je connais aujourd'hui beaucoup de gens, enfin beaucoup, non, j'exagère. Je connais pas mal de gens qui sont intéressés pour investir leur argent dans des activités vertueuses. Ils n'ont pas spécialement envie de continuer à le PE machin et les conneries. Non. Enfin, les choses comme ça, les trucs qui nourrissent des produits toxiques faits par des banquiers, quoi. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des subventions, il y a des crédits impôts recherche, il y a des statuts d'entreprise innovante. Vous avez des possibilités de financer votre activité comme ça aussi. C'est marrant, mais le deuxième point sur comment commencer en gardant un pied dans son ancien boulot pour faire une transition, mais peut-être un peu plus sécurisée, comme on en a parlé tout à l'heure, on revient sur le même principe. Commencer petit. Commencer petit. Et puis on va aller vers une seule niche écologique, du coup, éventuellement, si on a un boulot à côté. Alors, on est peut-être sur une petite différence par rapport à la situation précédente où là on cherche des financements et on veut se lancer, on est dedans. Là, si on veut conserver un pied dans son précédent boulot, on va commencer par une niche écologique, on va commencer par une audience et on va commencer par une offre. Ça va être très simple. Et on va faire quelque chose qui est aussi issu de... j'invente rien, hein, ça c'est issu de d'autres types d'idées d'entrepreneuriat, etc. On va aussi souvent tester son activité avant qu'elle ne soit complètement lancée. On va tester son activité avant qu'elle soit complètement lancée. Il y a plusieurs principes pour ça. Il y a toute une logique à suivre. Vous pouvez très bien tester votre offre de prestation de service avant d'engager toute une machinerie autour de celle-ci pour voir s'il y a vraiment un écho en face. Je vous donne quelques principes. Hein. C'est vraiment... On passe assez rapidement, puis ensuite on va débattre, on va parler de tout ça. Comment appliquer les principes de permaculture dans une entreprise? Moi, personnellement, déjà, je les applique à moi-même. C'est-à-dire que je suis souvent en train de repenser mes objectifs. Vous savez, en permaculture, on a une méthodologie qui s'appelle la méthodologie de design en permaculture. Et cette méthodologie de design, elle peut très bien être adaptée à un projet de création d'entreprise. Alors, il y a plein d'acronymes différents. Moi, j'utilise un acronyme qui s'appelle BOLRADIM. But, observation, limite, ressources, analyse, design, installation, maintenance, évaluation. Avec cette méthodologie de gestion de projet, on peut vraiment travailler dans son projet entrepreneurial sur quels sont mes buts. Donc là, ça rejoint un petit peu le fait de fixer sa niche écologique.
observation de quel terrain je parle, de quel contexte je parle, quelles sont les limites, mes limites à moi, est-ce que j'ai besoin de plus d'expérience, quelles sont mes ressources, etc. etc., etc. Et on peut travailler comme ça sur son projet. Bien sûr, il y a beaucoup de gens, ça j'y reviendrai après, pardon. J'y reviendrai après, c'est pas tout à fait adapté. Mais les principes de permaculture, comme par exemple un élément, plusieurs fonctions, on en parle souvent dans la logique de la perma. Un élément, quand on installe un élément, que ce soit une plante ou quelque chose dans son paysage, on va faire en sorte qu'il nous apporte 3 retours, 3 fonctions. Ouais, il peut être producteur d'ombre, je ne sais pas, moi, ou de microclimat, il peut être producteur de fruits et en même temps de bois de chauffage, je ne sais pas. Eh bien, on peut faire exactement la même chose dans une activité en ayant ces principes tout le temps en tête. Je fais exactement ça maintenant. Je filme la conférence parce que cette conférence, elle va me servir à plusieurs fonctions. Elle me sert à vous apporter de l'information et puis ensuite, je vais l'apporter à mon audience comme contenu. Je vais la tronquer, je vais mettre des questions. J'en parlais tout à l'heure à Joris. Je vais mettre des titres et je vais l'apporter à mon audience pour avoir leur retour, pour savoir ce qu'ils pensent de tout ça et pour entrer en conversation avec eux. Je vais entrer en conversation avec mon audience, même si elle se trouve à distance, et pour pouvoir un petit peu mieux affiner mon activité et comment je vais répondre aux gens. Et enfin, cette conférence me permettra aussi peut-être, en échange de, je ne sais pas, je ne le ferai pas sur ce cas-là, mais peut-être qu'en échange de recevoir une conférence complète et un contenu intéressant pour certaines personnes, eh bien, je vais leur demander de s'inscrire à ma newsletter. Et là, je vais avoir la possibilité de recontacter ces gens ensuite pour de nouveau leur proposer du contenu ou éventuellement leur dire, tiens, je lance une formation, un programme d'accompagnement de 12 mois autour de l'écopreneuriat, si ça vous intéresse, pourquoi pas? Est-ce que vous avez envie ou pas? Un élément, plusieurs fonctions. Une fonction est remplie par plusieurs éléments, c'est un autre principe de permaculture, on peut le penser pareil partout. La fonction trésorier dans notre entreprise, je dis n'importe quoi, la fonction trésorier dans notre entreprise, enfin c'est le cas en fait, c'est pas trésorier mais c'est sur d'autres fonctions. Il y a non seulement Magali qui la maîtrise, mais il y a aussi Delphine. Delphine est malade, Magali prend le relais. Voilà. Dans votre paysage, c'est la même chose. La fonction stockage de l'eau est assurée par plusieurs éléments. De cette manière-là, vous avez une résilience. Et bien là, c'est pareil. Les modes de gouvernance, etc., etc. Je pourrais vous décrire énormément de principes, il y en a beaucoup, et il y a toujours comme ça des applications. À partir du moment où on a intégrer le regard permaculturel sur les choses, on peut l'appliquer, changer d'échelle et l'appliquer du paysage à d'autres éléments. Vous en savez pas mal parce qu'apparemment il y a pas mal de gens qui ont été formés là-dessus. La visibilité, on n'en a pas parlé, mais moi la visibilité pour moi aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est 2 choses. C'est faire un contenu de grande qualité. Faire un contenu, un produit, un service de grande qualité. On peut faire ce qu'on appelle même de l'over-delivery. C'est-à-dire que j'essaie toujours de faire quelque chose qui est plus que ce que les gens attendaient déjà. Et là, on est vraiment dans la qualité. Contrairement à ce qu'on reçoit aujourd'hui, comme dans la majorité des produits et services qu'on reçoit, c'est plutôt moins que ce qu'on attendait. Et donc là, on va essayer d'être dans le plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Inéluctablement, le bouche à oreille fonctionne. Que ce soit le bouche à oreille local ou que ce soit le bouche à oreille digital. Et ça, c'est très important aussi. Personnellement, j'ai appris à embrasser ce changement du digital, sur lequel j'étais assez réactif pendant un temps. Depuis que je suis sorti de ma zone de confort et que je me suis intéressé vraiment à ça, je m'aperçois qu'il y a un vrai gap, il y a un vrai changement dans notre activité depuis qu'on a appris à maîtriser ce que c'est que des réseaux sociaux, ce que c'est que de la communication sur le web, etc. Ok, il est encore possible de ne pas travailler ça et de lancer encore son activité aujourd'hui, bien sûr. Mais demain, est-ce que ça sera encore le cas? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, je sais ce que ça a produit comme transformation chez moi et je parle de mon expérience. Mais même un paysan crépier peut avoir... Excuse-moi, je reviens sur toi parce que de temps en temps, c'est souvent l'exemple qu'on ne soupçonne pas, mais même un paysan crépier peut avoir une chaîne YouTube et peut expliquer comment il travaille. Putain, on a tous envie de savoir ce que tu fais de tes journées. Mais c'est vrai. Et du coup, ça cause. Et à un moment donné, les gens, ils viennent chez toi, quoi. Et du coup, ils viennent pas pour rien.
C'est ça qui est intéressant aussi. Vivre confortablement de son activité, si on ne gagne pas assez, comment en gagner des sous? Là, il y a plusieurs choses, hein, mais je les ai déjà dites. Une offre adaptée à son audience. Si déjà tu as une offre qui est adaptée à ton audience, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Et puis ensuite, il y a la stratégie de prix. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont dans des logiques, et j'ai été le premier à passer par là, de « faut surtout pas que je vende trop cher mon truc parce que sinon les gens ils vont pas m'aimer et ils vont pas et puis je vais plus être un vrai écolo et puis je vais plus être ci, puis je vais plus être ça, puis je corromps mon âme, je passe au capitalisme, etc. » Non mais attends, il faut que dans la stratégie de prix, non seulement votre client s'y retrouve, mais que vous aussi vous y retrouviez. Et là, il y a l'idée de valeur. Quelle valeur à votre travail? Et quelle valeur vous donnez à votre travail et quelle valeur vous donnez à vous-même. Voilà, ça c'est important. Puis ensuite, il y a l'idée de... Moi, il y a la stratégie du saut percé. Hein, ce que j'aime regarder aussi, c'est la stratégie du saut percé. Parce qu'il y a parfois des fuites énergétiques et des pertes énergétiques dans certaines entreprises qui sont gigantesques. Est-ce que vraiment l'activité pour laquelle vous cassez le derrière aujourd'hui et que vous dépensez une énergie colossale, elle vous produit vraiment 80% de vos résultats ou 20% de vos résultats, ou est-ce qu'elle vous produit vraiment quelque chose? Voilà, il y a des questions vraiment à se poser là-dedans pour générer un revenu suffisant pour aller dans votre sens. Comment plus avoir peur de se lancer? Bon, là, après, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'état d'esprit. C'est clair que être un écopreneur ou même un entrepreneur au sens large, vous allez prendre des grandes baffes, quoi. Vous prenez des grandes baffes. Il faut s'y attendre de toute façon. Vous allez traverser des moments de doute. Vous allez traverser des moments difficiles. Vous allez parfois être très fatigué parce que vous allez travailler beaucoup. Et du coup, il faut avoir un bon mental. Il faut avoir un bon état d'esprit. Et pour avoir un bon état d'esprit, il faut se faire aider par des gens qui savent vous aider dans ce domaine-là. Et nous, on se fait aider. Moi, j'ai un bon coach à la maison, qui est Aurélie. Mais sinon, on se fait aider. Et voilà, c'est du sport de haut niveau. Hein. Donc, il faut être motivé. Il faut garder cette motivation longtemps. Et voilà, moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup inspiré, des motivateurs, des gens qui savent donner de l'énergie, comme Tony Robbins, par exemple, qui est un coach ultra connu dans le monde entier. Quelqu'un connaît? Écoutez Tony Robbins. Parce que là, franchement, vous allez prendre des baffes. C'est vraiment énorme sur la motivation, etc. Calculez votre risque pour plus avoir peur de vous lancer, peut-être. Calculez votre risque. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Est-ce que vous avez vraiment tant de choses à perdre que ça? N'oubliez pas qu'on est peu d'années sur Terre. Faites ce qui vous plaît. Voilà. Et puis définissez bien votre niche écologique avant tout pour justement peut-être vous sentir rassuré dans cette idée-là. Et justement... t'as encore passé plein d'images. Décidément. Je suis carrément sorti du truc. Qu'est-ce que je fais avec mes doigts, moi? C'est le début de la conférence. Alors, Excuse-moi. Hein. Alors, merci. Trouver sa niche écologique, justement, trouver l'idée, c'est quelque chose qui obsède beaucoup de gens. Comment je vais trouver la bonne idée? La bonne idée. En vous observant, en observant le terrain, encore une fois. Quelles sont les activités dans lesquelles vous ne comptez pas votre temps? Dans lesquelles vous ne voyez pas le temps passer? Vous êtes dans quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Donc là, vous pouvez déjà prendre ce premier levier-là pour penser votre future niche. Quelles sont vos compétences actuelles? Est-ce que vous avez déjà des compétences? C'est possible que vous en ayez. Pourquoi ne pas les mettre au service d'une nouvelle activité? Juste les transposer. Quelles sont vos passions? Et là, on va peut-être pouvoir lister 10 passions par ordre de priorité. C'est possible. Qu'est-ce qui a besoin d'être réparé dans le monde? Une activité du coup qui aide la planète, les humains. Paf, 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 on peut faire un petit listage aussi, un recoupement. Et la rentabilité potentielle de ces activités ou de cette activité que vous pourrez créer. Ce sont des principes que je vous donne, mais ça prend du temps. C'est un vrai
c'est un vrai bouillon de culture, c'est un vrai truc à mettre en place sur le temps. L'idée n'est pas forcément le point le plus obsessionnel que vous devez avoir. Il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur l'idée, seulement l'idée c'est 20% de votre résultat. Moi je m'en suis vraiment rendu compte dans le temps. L'idée ça ne représente pas grand chose en fait. C'est l'exécution de l'idée qui va représenter beaucoup de choses. C'est comment vous allez mettre en place cette idée, comment vous allez la maintenir dans le temps, comment vous allez, si vous voulez, maintenir votre entreprise et votre activité. L'idée finalement, ça joue bien entendu, hein. Mais ça représente si peu au final quand on s'en aperçoit. Et puis on n'est pas obligé d'avoir une idée. On peut très bien prendre une activité qui existe déjà pour se lancer et puis lui amener de l'éthique, de l'attention aux humains et de l'attention à la planète. Donc finalement rénover une activité existante. On peut être plombier et utiliser des choses qui sont des produits. Alors je ne suis pas du tout plombier, j'aurais dû prendre je connais pas du tout la plomberie. J'ai croisé un peintre l'autre jour qui était peintre et qui utilisait que des peintures écologiques dans son activité et qui n'utilisait pas de plastique. C'est énorme déjà, c'est énorme. J'ai vu un garage aux États-Unis où on travaille le recyclage des pneus, où on travaille les huiles, où on travaille la gouvernance dans l'entreprise, où on travaille le côté collaboratif. Top, c'est un garage à la base. Ce qui est super, c'est que vous travaillez avec un existant déjà. Et donc vous avez quelque chose pour démarrer. Donc ça veut dire que voilà, on peut... l'idée, c'est vraiment quelque chose qu'on pense beaucoup au départ, finalement. Pensez à quelque chose qui vous fait plaisir et qui rejoint les gens et qui en même temps répare la planète et vous aurez quelque chose qui va bien. Et puis comment savoir par quoi commencer? Eh bien, ça rejoint cette même thématique. Hein. Fixez-vous vos objectifs personnels, allez chercher au cœur de ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que vous voulez être et faire dans un an? Comment vous vous voyez dans 3 ans? Comment vous vous voyez dans 10 ans? Et ça, cette espèce de retour vers l'avenir, là, c'est ce qui aussi vous aide à définir par quoi vous allez commencer. Et souvent, c'est comme dans le design de permaculture, quand on travaille sur un paysage, finalement, on remet ses objectifs en cause plus d'une fois, et c'est très, très, très intéressant. Il y a un truc que je voulais quand même vous dire, qui est important, c'est l'administratif. Et là aussi, gros morceau dans notre culture française. Gros morceau parce qu'on se dit, ouf, la paperasse, le machin, l'administration française, le bordel. Bon, je vous rassure, j'ai pas de miracle. Hein. J'ai pas de miracle. Hein. De toute façon, depuis le début, j'ai pas de miracle. C'est chiant. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils qui nous facilitent la tâche au niveau administratif. Nous, notre entreprise, elle est entièrement dématérialisée. Alors oui, l'impact écologique, machin. On fait des compromis sans cesse. Hein. De toute façon, on n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Ce que je vous raconte, c'est pas idyllique. Je ne suis pas l'écolo super modèle. J'essaye. Mais nous, notre entreprise, on la gère avec ça. Ou nos 2 entreprises, on les gère avec ça. Voilà. On est chez le banquier, on est machin, on est chez Bidule, etc. On a toute notre entreprise qui est dématérialisée. On a une organisation dans celle-ci qui pour moi, qui nous fait gagner des temps fous. Et ça, un maraîcher, un crépier paysan ou un plombier, c'est pareil. Il doit avoir une organisation qui est au top, c'est-à-dire qu'on a des procédures. Tout ce qu'on fait plusieurs fois, c'est processisé. On va avoir étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Hein, on ne va pas réinventer la poudre à chaque fois qu'on refait une activité. Non, c'est la roue. C'est la roue. Et puis on a des outils digitaux, encore une fois, pour communiquer, pour s'organiser, pour faciliter l'administratif. Même l'administration française s'y met. Hein, donc voilà. Alors c'est clair qu'il faut se former là-dessus aussi. Hein. Ça se fait pas en 5 minutes. C'est des outils qu'il faut apprendre à maîtriser. C'est pas si pire qu'on le croit. Et ça permet, moi j'utilise par exemple aussi un logiciel qui fait en même temps la gestion des tâches, la délégation
la communication avec mon équipe. Juste après, je prends ma voiture, je travaille avec ça, quoi. C'est vraiment très, très efficace, on gagne un temps fou. Aujourd'hui, c'est hyper pertinent de bosser avec ça. Donc je vous encourage à le faire, en tout cas si vous avez, si vous vous reconnaissez un peu là-dedans. Voilà pour ce soir. On va passer un petit peu à une discussion entre nous. Simplement, je vous lance quelques appels à l'action pour la continuité. Si vous avez envie justement d'en découvrir plus. Permaculture Design, vous avez un article sur le site internet permaculturedesign.fr qui s'appelle « Entreprendre avec la permaculture » où vous avez une 50aine de niches dont on parlait, que vous pouvez consulter pour peut-être vous donner un peu d'inspiration. Ecopreneur.fr, c'est là le projet qui me tient vraiment à cœur. Pour moi, c'est un projet thérapeutique, comme vous l'avez compris, ça me permet de me guérir sur cette espèce de dichotomie que je vivais au quotidien autrefois, et ça me fait beaucoup de bien d'aller là-dedans. Et donc j'ai écrit un bouquin qui est en cours d'être terminé, mais que vous pouvez télécharger gratuitement sur ecopreneur.fr, et vous allez avoir plus d'informations, encore une fois, sur le sujet. Et puis je prépare un accompagnement de 12 mois qui va arriver d'ici quelques mois pour les gens qui se reconnaissent dans cette voie et qui souhaitent aller plus loin dans la thématique. Et ça, c'est pareil, vous le retrouvez sur ecopreneur.fr. Voilà, j'ai essayé humblement de vous transmettre ce que j'ai vécu et ma vision et mon angle des choses. Il est évident qu'il y en a beaucoup d'autres. Je sais très bien que les écopreneurs, ça peut être aussi d'autres modèles. C'est comme les modèles agricoles, il y en aura plusieurs demain. Peut-être que certains d'entre vous ont retrouvé de l'inspiration là-dedans. Peut-être pas, etc. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai essayé de vous transmettre ce soir, et j'espère que ça vous a un peu éclairé. Voilà. Alors, merci. Avec plaisir. Alors, je sais pas trop ce qu'on fait. Est-ce qu'on va à l'apéro? Peut-être qu'il y a des réactions d'abord, voilà. Quand même à chaud. Voilà, merde. Parce que. Pourquoi j'ai mis trop de temps, non? Ça va? Non, c'est parfait. T'avais envie de boire un coup? Non. Ouais, alors je m'étais dit, est-ce qu'il y en a qui ont des projets d'entrepreneuriat? Donc oui, ça pose des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé de l'inspiration et qui veulent témoigner sur quelque chose qui les a particulièrement inspirés ce soir? Alors c'est peut-être pas intéressant comme question. Mais je la pose. Si, c'est sympa comme question? Bon, ok, c'est sympa. Cool alors. Moi, c'est dans l'idée de commencer petit en fait, et de commencer à expérimenter sans forcément être dans une démarche lucrative d'un premier temps. Mais, oui. Finalement, rien ne m'empêche de commencer des petites choses, quoi. T'es pas du tout obligé d'être dans une démarche lucrative au départ, c'est clair. Et tu peux avoir une très bonne surprise. C'est dans ça que ça m'a une petite bouffée d'oxygène, de dire, en fait, ça a enlevé un frein. Mais tu sais, ça peut être simplement dans le questionnement au départ. Tu vois, tiens, ça t'intéresserait de trouver ça ou... Si, il y a beaucoup d'écoute aussi dans ce qu'on fait pour vraiment aller entendre quelles sont les demandes des gens, parce que voilà, c'est important, c'est ça. Il faut... Donc du coup Là, ce soir, c'est un espèce de test à petite échelle. Pour moi? Ouais. Oui. Tu factures pas ta conf, quoi? Non, non, bien sûr que non. Mais c'est juste pour dire. Non, mais oui. Mais non, c'est un test, mais je suis pas certain, justement, quand on parle d'audience, je tâtonne, je suis pas certain qu'il y ait correspondance, en fait. Peut-être chez certains d'entre vous, mais pas chez tous. Donc je le fais plutôt par idée de. Plus tu testes différents formats, ouais. Tu sélectionnes ce qu'on vient. Je suis encore dans la définition, moi, de vraiment à qui je m'adresse, tu vois. Je sais même pas, en départ, quand j'ai lancé ça, je savais même pas si ça allait trouver de l'écho. Je peux me permettre de le faire parce que j'ai une autre entreprise qui fonctionne, j'ai d'autres activités qui fonctionnent, et je le fais simplement pour moi à la base. Je le fais simplement pour moi. Mais je pense quand même, avec le retour des stagiaires que j'ai qui viennent nous voir et qui nous disent « Putain, je travaille dans une entreprise, je me fais chier, il n'y a pas de sens dans ce que je fais, etc. » Je me dis à un moment donné, quand même, il faut faire quelque chose, quoi. Et puis tu as questionné déjà, si on a questionné l'audience aussi, on a déjà posé quand même. des questions, il y a des questionnaires. Vous allez voir sur le site internet, quand vous allez y aller, il y a un questionnaire qui s'appelle « Comment pouvez-vous nous aider ?» Comment pouvons-nous vous aider? Et là-dedans, on demande... Oui, ça m'a... Je sais pas... Ouais.
C'est un peu dur après à la fin, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Enfin, commencer petit, c'est un principe de permaculture. Moi, je pense que c'est un des plus importants que je connaisse. Tu vois, et c'est pourtant hyper simple à dire, mais à faire. Quand on est quelqu'un qui arrive sur un terrain et on se dit, je vais remplir tout l'espace. Tu vois, là je vais mettre ça, là je vais mettre ça, là je vais mettre ça. Et du coup, on s'éparpille très vite, on disperse l'énergie. Et en plus, on laisse pas de place à la nature sauvage. Je comprends ce qu'elle veut dire sur le fait que ça libère parce que des fois, on se dit aussi qu'il faut qu'on soit au top pour démarrer, qu'on ait Non, aucunement. Oui, mais justement, tu as raison. C'est ce que ça lève. T'as raison. Si j'ai bien compris, tu te dis, là super, je peux essayer, commencer petit, et déjà rien que ça fait du bien. Non, mais c'est comme les prévisionnels à 3 ans, les trucs comme ça. Mais ça, faut oublier. Hein. Vous ne saurez pas ce que vous ferez dans 3 ans. Quand vous êtes entrepreneur l'année prochaine, déjà, c'est bien. Simplement un témoignage d'une personne qui a pu quitter du jour au lendemain. Il a quitté son entreprise. Il avait, 30 000 euros, 40 000 euros. Il voulait se lancer dans l'agriculture. L'agriculture, si on veut se lancer, il faut aller tout petit. Il a acheté à peu près 200 colonies sans les reines. Il attendait que les reines arrivaient. Les reines n'arrivaient jamais, donc il a perdu les 200 colonies en même pas un mois. Parce qu'il voulait passer tout simplement, parce que le souhait était très. Tu sais, j'ai un exemple qui est super probant là-dessus aussi, comme le tien, il est super bon. Je suis allé faire un design une fois chez quelqu'un. Rien qu'au début, on arrive sur le site. Il nous dit, alors tu comprends, j'ai 6 hectares. Là, je veux 2 hectares de maraîchage. Là, je veux 6000 m² de serre. Là, je veux 3 hectares d'arboriculture. Et puis, je veux un revenu pour juin prochain. Alors déjà, gros travail de défense tasmage. Hein. On revient dans la réalité. Et du coup, je lui dis, mais tu vois ce qu'il y a là ? Il y a 1,5 hectare de millepertuis. Tu te baisses, tu prends le millepertuis, tu le mets dans l'huile, tu le mets dans des bouteilles, demain tu vas sur le marché, tu as ton revenu. Pas d'investissement, pas de choses comme ça. Enfin, à un moment donné, il faut se mettre dans une logique d'observation, et c'est ça là aussi la permaculture. Ouais. Je trouve que tu as très bien parlé pour passer à l'entrepreneuriat quand on a déjà une base de permaculture, on va dire. C'était une envie de faire quelque chose en permaculture pour l'appliquer dans une entreprise. Selon toi, c'est quoi que tu peux mettre en place quand tu as déjà une activité, que tu suis des principes, mais que tu veux intégrer la permaculture dans ton activité? Parce que je veux dire, au-delà que ton sujet d'entreprise, ton œuvre de valeur soit quelque chose applicable à la permaculture, comment dans n'importe quelle boîte ou n'importe quelle structure tu peux intégrer les principes de permaculture dans ton fonctionnement quotidien? Pour moi, c'est une étude, c'est un audit, c'est principe par principe. Je vais vraiment poser un temps sur chaque principe. Et tu vois, je vais essayer de voir dans les secteurs de mon entreprise comment je peux, un élément plusieurs fonctions. Au niveau humain, comment ça peut coller. Au niveau organisationnel, comment ça peut coller. Ensuite, au niveau fonctionnel, comment ça peut coller. Opérationnel. Tu vois ? Donc, il y a vraiment ces 2 niveaux à chaque fois à penser sur chaque principe de permaculture. L'organisationnel, l'opérationnel, c'est-à-dire le collectif, l'invisible, on va dire, et les flux, quoi. Tu vois, le matériel, voilà. Et moi, je vais passer au crible chacun des principes de permaculture là-dedans. C'est un départ, c'est un début. Voilà. Ouais. Tu as parlé du fait que vous donniez beaucoup. Oui. Vous parlez de faire du design peut-être pour de personnes. Non, on ne donne pas de design par contre, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu donnes? Ce qu'on donne, c'est des contenus. C'est des moments comme ça, des conférences. Je ne fais jamais payer mes conférences. C'est de la pédagogie. C'est une partie de nos produits et de nos services, puisqu'on offre des formations à certaines personnes qui peuvent être... voilà. On a eu un témoignage, on a eu une personne qui est vraiment dans le besoin. Voilà. Mais ça, c'est géré en interne chez nous. C'est du contenu, c'est newsletter qu'on publie chaque jeudi et qui prend notre équipe, quand même, qui prend un temps fou dans notre équipe. Et donc
On alimente, on aide. Il y a des gens, j'ai croisé des gens dans des moments qui m'ont dit, moi avec votre contenu, j'ai transformé mon paysage, j'ai transformé ma vie, et ils n'ont jamais laissé un centime chez nous. Bon ben voilà, c'est hyper gratifiant pour moi, parce que c'est top quoi. Voilà. Alors c'est vrai que... C'est des choses autour du coup de ton activité Ah non, c'est complètement intégré. Non, c'est intégré, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les designs en eux-mêmes que tu vas Non. brader ou donner. Non. Non, parce qu'ici, si tu veux, dans mon offre, moi j'ai vraiment une offre qui est à destination du grand public et qui me permet, gratuite, de sensibiliser le plus de monde possible, de faire un maximum de pédagogie. Et puis ensuite, j'ai des offres qui nous permettent de vivre, de faire notre métier. Et celles-ci, par contre, elles sont payantes. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, je ne fais pas des exceptions. Je donne aussi des contenus, comme je te l'ai dit. On a déjà donné des formations en ligne, on a déjà donné des formations présentielles. Ça ne représente pas 50% de mon activité, sinon je ne peux pas. C'est quelque chose de concret, je trouve, de savoir que sur son activité, par exemple, d'auto-entrepreneur, de service, de savoir dans quelle mesure tu vas brader des choses, poster, donner, etc., pour faire de la visibilité. Mais j'entends souvent, il y a deux discours, des gens qui disent je suis en lien, d'autres qui disent attention, c'est pas comme ça, c'est un illustrateur, mais du coup. Ça dépend vraiment de ce que tu fais. Ça dépend vraiment de ce que tu fais. L'intérêt avec le digital, c'est que tu peux donner des contenus que tu réalises quand tu travailles. Et tu peux donner ces contenus-là. Comme je vais le faire par exemple là ou à d'autres moments. Donc ça, c'est intéressant. Donc tu peux apprendre des choses aux gens pendant que tu es en train de bosser. Par contre, en effet, ce qui est très très important, c'est que tu ne peux pas donner si tu n'as rien. Donc il est clair que, entre parenthèses, la rentabilité de ton activité, c'est la première des considérations. C'est un petit peu comme la sécurité alimentaire qu'on a vu tout à l'heure. Tu peux pas penser écologie si tu n'as pas le ventre plein. Ben là, c'est la même chose. Tu peux rien donner si tu n'as pas généré des surplus déjà. Donc, il y a ces deux logiques. Hein. Évidemment, on donne des choses, mais attention, c'est sectorisé, quoi. On ne peut pas tout donner non plus, quoi. Il y a des gens qui nous reprochent, vous travaillez dans la permaculture, mais vous devriez faire que du gratuit. Et je leur réponds, est-ce que vous travaillez gratuitement, vous ? Vous allez faire votre boulot de plomberie le matin, est-ce que vous donnez votre travail à votre patron ? Non, bah écoutez, moi je produis quelque chose, je fais énormément de recherche, je fais énormément de travail, j'ai une équipe qui bosse sur des contenus pédagogiques, innovants, etc. C'est tout à fait logique que ça soit rémunéré, quoi. Enfin, voilà. Oui. Ouais. Ouais. Pouvoir vivre soi-même et le surplus. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pas toujours clair, mais oui, c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est JD, c'est ça ? Par rapport à ce que tu as dit, c'est que il y a quand même un truc, c'est que aussi permaculteur qu'on soit, à partir du moment où on est dans la vraie vie, dans la vraie vie réelle, on est dans le but, etc., au moment où on se confronte à la réalité de la vraie vie, quoi. Donc, économiquement aussi, ce qui fait que moi, pour les crêpes, il y a des fois, je suis obligé d'admettre que je suis dans une position commerciale. Donc, chaque côté, j'étais tout l'après-midi à côté du marché de producteurs, enfin, de stand de producteurs. Et donc, à partir du moment où je décide de jouer ce jeu-là, puisque ça sert mon projet permaculturel au moment de vendre des crêpes pour tout un tas de raisons, je suis avec une casquette de commerçant à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis pas rien, donc sous prétexte que je suis permaculteur. Et donc, du coup, à partir de là, c'est à trouver l'équilibre entre justement ce que disait Benjamin. Moi, je ne le pas. Et à quel moment stratégiquement, si tu as une casquette de commerçant, il faut savoir filer des galettes aux bonnes personnes et pas forcément à l'autre, parce que ça va servir à les faire goûter à des personnes gratuitement. Et là, c'est juste le fonctionnement de base, qui n'est pas forcément ni bien ni mal, mais c'est le fonctionnement de base. Donc, le faux service, c'est un peu pareil, enfin, c'est la même chose. À quel moment, ça va donner ce que tu donnes, parce que, quand vous donnez, voilà, tu n'es pas en situation de. Pas de déficit, en situation de pénurie, entre guillemets, parce que tu te laisserais happer par du don qui serait finalement super. Le principe de donner, c'est aussi donner plus dans ton service, plus que ce que les gens attendent. On en a parlé tout à l'heure. Si tu donnes plus que ce que les gens attendent, là c'est clair, quoi. Et puis ça fait du bien aussi, ça fait plaisir. C'est hyper gratifiant pour toi, et puis la personne en face, mais tu crées du bonheur, quoi, tu vois. Ça, c'est super. Et puis, tu vois, moi, je serais, par exemple, monsieur, je serais sur le marché en train de faire mon marché, je pose mon appareil comme je le fais là, mais parce que j'ai cette affinité avec le numérique, et je vais expliquer à Madame Michmuche comment ne pas rater ses crêpes
parce que moi je suis un prépied professionnel. Madame Michmuche, je vais lui montrer, je vais dire, voyez le geste là, le machin, le bidule, etc. C'est comme ça qu'il faut faire. Madame Michmuche, elle est chez elle, elle se dit, ah ouais, cool, super sympa, le mec il m'explique. Voilà, et je le croise sur le marché, et ça y est, la conversation engagée, on est dans quelque chose de vertueux. Ça crée du lien. Enfin, vous connaissez une maraîchère aussi qui faisait plein de cours différentes et donc du coup elle créait des soupes pour les faire goûter et du coup elle vendait toutes ses courges parce que les gens comprenaient en fait la différence gustative, de la texture, etc. Donc chaque semaine elle faisait une soupe différente d'une courge sur toutes ses courges et du coup voilà, il y avait du lien, elle parlait avec les gens qui venaient lui acheter des choses, donc du coup elle échangeait, elle pouvait aussi apporter des conseils. Voilà. Voilà, on a besoin d'entrer en conversation avec les gens, on n'est plus en conversation. On se parle plus quoi aujourd'hui. Ça c'est problématique. Même des fois quand on est super agréable, des fois les gens ils nous regardent comme des extraterrestres en se disant mais qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle est sympa c'est qu'on a perdu ça quoi, c'est vraiment dommage. Alors le problème c'est qu'à un moment donné il y a un choix, c'est-à-dire que quand on commence à avoir une certaine réussite, si je puis dire, si on peut appeler ça une réussite, parce que bon voilà, en tout cas dans son entreprise, à un moment donné il y a le choix de grossir, et dans le choix de grossir, souvent il y a le choix de baisser la qualité. Et c'est là que beaucoup de questions se posent, et que nous par exemple on ne veut pas franchir ce pas-là. Là c'est vraiment un choix, c'est des valeurs. Là, on peut quand même grossir sans baisser la qualité, mais ça prend beaucoup plus de temps. C'est quelque chose de assez compliqué. C'est compliqué, mais je veux dire, nous, en l'occurrence... En tout cas, pour l'instant, moi, je ne maîtrise pas ça. Là, en l'occurrence, on a commencé à 2, on est 6. Oui, non, mais je parle de grossir. Je veux dire, on n'a pas... Non, mais oui, après, on n'est pas à des échelles de... C'est des choix, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi pour ça qu'on a fait les choses au fur et à mesure et qu'on n'a pas grossi trop vite, dans le sens où on veut préserver la qualité pour voir qu'elle soit de mieux en mieux. Ça, c'est vraiment, le principe. Oui, il y a des paliers. Donner, c'est aussi donner de la pédagogie. Hein. Les gens ont besoin de pédagogie. C'est-à-dire que si tu fais ta crêpe, tu fais ta crêpe, quoi. Mais si tu l'expliques pas à la personne l'histoire qu'il y a derrière la crêpe, ce que tu fais dans ton champ, ce que tu machin, si tu racontes pas ton histoire, non mais c'est hyper important. Et tu racontes ton histoire, tu amènes toute la valeur de ton travail que tu fournis en amont. Moi, je trouve ça génial de faire ça, du début du sol jusqu'à la petite crêpe que je mange. Moi, j'y vais tous les jours là. Tu n'as pas goûté le vinaigre encore. Pardon ? Tu n'as pas goûté le vinaigre. Je veux dire quelque chose sur le fait de donner. Oui. Donner, ça crée déjà un lien entre eux et ça nourrit la confiance. Parce qu'après, quand tu es déjà en lien avec une personne et que tu as un problème, tu vas aller vers cette personne à qui tu commences à avoir confiance et ça, c'est le retour qu'on reçoit. Ouais. Plus on donne, plus on reçoit en retour. Moi, j'adore recevoir, je suis content de donner du coup. Mais il faut accepter de recevoir aussi. Tu vois, tu rentres dans le truc aussi. Mais c'est pas donner pour se dire je vais faire du business derrière. C'est donner parce que tu es dans une activité où tu es dans quelque chose qui te fait vibrer, tu es content de donner. D'où la bonne définition d'un niche écologique en amont. Moi, ce que j'aime, c'est être parmi vous, faire transmettre des informations, etc. C'est ça que j'aime. Donc je donne sans me poser de questions, quoi. Sans me dire... voilà. Est-ce que, vous vous souvenez, tout au départ, je vous proposais avec votre voisin d'échanger sur qu'est-ce qui fait qu'à la sortie de cette conférence, vous seriez vraiment satisfait, content, ravi. Si vous remémorez ce que vous avez échangé, est-ce que vous avez des questions, des choses à poser pour justement satisfaire, que vous ne sortiez pas frustré en disant j'ai pas eu ce que je voulais. Vous avez compris ma question? Ouais, vous marrez parce que non. Si. Non, on a compris. Ok. Donc tout le monde est comblé là. Waouh. Moi j'ai besoin de quelque chose, tu fasses un gros câlin. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup à tous. C'était un chouette moment, on peut continuer là-bas. Et maintenant, vous êtes tous invités à vous régénérer et partager un petit peu ce que vous souhaitez derrière. Voilà.